Salut à tous. Je voudrais juste prendre un moment pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et partager. Cela me ferait très plaisir. Je vous remercie. Maintenant on peut commencer. Vanessa a passé les 8 années suivantes dans une académie d'élite pour nounous, dont l'emplacement était classifié. Madame Barbara Strike l'avait prise sous son aile, l'avait élevée et formée, et maintenant elle se sentait beaucoup plus forte. Après ces années, cette femme est devenue la directrice d'une académie d'élite pour nounous, ce qui a même plu à Vanessa. Et maintenant, après de nombreuses leçons et entraînements, la jeune fille était prête à assumer sa première tâche sérieuse. Peu de temps avant sa visite chez le directeur, Barbara parlait d'une offre généreuse avec un certain monsieur Parvallon. La directrice a promis qu'avec un tel salaire, il pourrait engager les meilleurs employés avec de nombreuses années d'expérience. Mais cette personne avait besoin d'un travailleur spécial qui n'avait jamais travaillé avec personne auparavant. Barbara a sorti une liste d'employés qui étaient en lice pour la première tâche et l'a présentée au client. Monsieur Parvallon se demandait si toutes les personnes dont les noms figuraient sur la liste étaient compétentes. La directrice a garanti que tous leurs diplômés maîtrisaient toutes les compétences de base. Ils étaient tous très bien versés dans le développement et la psychologie de la petite enfance. Il était également important que les employés sachent comment prodiguer les premiers soins aux victimes. La légitime défense était également enseignée ici afin que les employés aient l'opportunité de protéger l'enfant au bon moment. Il était considéré comme important que tous les employés sachent bien conduire une voiture et d'autres véhicules. La cybersécurité était également très importante, c'est pourquoi les employés ont été formés en informatique. Barbara a également mentionné les qualités de gestion de la maison, de planification financière, de politique, et bien plus encore. Puis la directrice a demandé à monsieur Parvallon pourquoi il avait besoin d'une nounou d'élite. Oscar Parvallon se souvint comment il y a 2 semaines il avait parlé à une personne. Il a admis qu'il avait fait une erreur devant son maître et a promis de tout réparer, mais Oscar n'avait besoin que des registres. Il allait envoyer la facture au coupable et il devrait la payer. Ensuite, monsieur Parvallon a dit qu'il notifierait ce type quand il aurait besoin de ses services. Et puis il a ajouté qu'il avait besoin de plus de lait pour le moment, mais Jacques ne l'a pas tout à fait compris. C'est juste que son fils Cody adore le lait au chocolat. Et maintenant, Oscar a exigé que Jacques lui en fournisse. Ce garçon venait de s'approcher des Oscars et l'homme se demandait pourquoi cet enfant était si nerveux maintenant, mais l'enfant a pris une position menaçante et a exigé une double portion de Jacques pour sa négligence. Oscar demanda alors à l'enfant pourquoi il ne se tenait pas tranquille comme promis, mais il avait aussi ses propres exigences. À ce moment-là, Jacques s'approcha et, avec des mains tremblantes, apporta un carton de lait, demandant si on en avait encore besoin. Oscar cria que non, et Cody confirma sa commande et tendit la main vers le paquet. Monsieur Parvallon a pris son fils, l'a mis sur son épaule et s'apprêtait à partir, tandis que celui-ci continuait à réclamer du lait. Et maintenant, assis dans le bureau, Oscar n'a pas donné de raison particulière, c'était juste que la mère de son fils n'était plus là, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Barbara l'a assuré que son enfant était entre de bonnes mains et lui a ensuite demandé s'il voulait choisir quelqu'un en particulier. Oscar commença à regarder les dossiers avec les fiches des employés, mais il ne s'attarda pas trop sur eux. Très vite, il a pointé le CV de Vanessa, qui pour une raison quelconque lui a plu. Sortant le papier, Oscar exigea que cette fille en particulier soit donnée pour élever son fils. Cependant, la spécialité de Vanessa était la cybersécurité et la directrice a demandé s'il avait un grand réseau internet à la maison. Ayant reçu une réponse négative, Barbara a déclaré que dans ce cas, elle ne pouvait pas recommander l'employé. À la place, elle en a proposé un autre qui parle aussi italien, et un autre qui connaît bien l'autodéfense. Mais monsieur Parvallon ne voulait plus rien entendre et répéta qu'il voulait embaucher Vanessa. La directrice regarda le client avec un certain reproche, mais elle ne pouvait pas le refuser parce qu'il payait bien. Bientôt elle appela Vanessa à elle, et celle-ci ne tarda pas à venir, apparaissant immédiatement chez Barbara. La jeune fille, bien sûr, était inquiète car c'était sa première tâche, mais elle croyait qu'elle réussirait. En entrant dans le bureau, elle a vu Barbara, qui se tenait dos à elle et ne se pressait pas de se retourner. Dans la même position, le directeur a informé la jeune fille qu'on lui avait proposé une tâche aujourd'hui et qu'elle avait déjà réussi à se réjouir. Sans hésiter, Vanessa s'écria qu'elle était complètement prête et qu'elle l'était depuis très longtemps. Mais Barbara l'interrompit, admettant qu'elle n'était pas vraiment celle qui avait choisi la tâche pour l'étudiant. Elle se demandait pourquoi cela s'était produit, et le directeur, se tournant vers elle, expliqua que son client s'était choisi lui-même. Ensuite, Barbara s'approcha de la table et, en sortant un dossier, elle dit brièvement que cet homme s'appelait Oscar Parvallon. En entendant ce nom, la jeune fille fut perplexe, car elle connaissait très bien ce nom. Vanessa se souvint d'un titre à la une du journal qui disait que Parvallon avait riposté. C'était une famille mafieuse.
qui, selon la fille, était impliqué dans l'incendie de sa maison il y a de nombreuses années. Barbara lui a immédiatement conseillé de ne pas accepter cette tâche car, bien qu'elle l'ait transmise, Vanessa avait le droit de refuser. Mais la jeune fille ne pouvait pas refuser la première tâche après tout ce que l'ancienne nounou avait fait pour elle. En même temps, les souvenirs du passé lui revenaient en mémoire et elle ne comprenait toujours pas pourquoi ils avaient fait cela. Jusqu'à présent, la jeune fille pensait qu'elle n'obtiendrait jamais de réponse. Mais maintenant, elle voyait qu'elle avait une chance. Elle se souvenait des paroles de Barbara lorsqu'elle avait promis de la rendre plus forte, et maintenant elle était ainsi. Sans hésiter un instant, Vanessa déclara qu'elle était prête à accepter la mission et à procéder immédiatement. La directrice elle-même doutait que cela valait la peine de le prendre à cause du passé de la fille, mais c'est justement pour cela qu'elle a accepté. Vanessa a aussi pensé au fait que ce monsieur Parvallon avait un petit enfant et comme c'est un enfant, il a besoin de protection. Et la fille était prête à le fournir. De plus, Vanessa espérait découvrir la vérité sur ce qui s'était passé ce jour tragique. Après cela, Barbara a rencontré de nouveau monsieur Parvallon, et la seule chose qui l'intéressait était de savoir si la jeune fille avait signé le contrat ou non. Le directeur a confirmé, et Vanessa elle-même avait déjà réussi à faire sa valise et était prête à partir avec son employeur. Et dès qu'elle est apparue sur le seuil de la porte, Barbara a décidé de la présenter immédiatement à la personne pour laquelle elle allait travailler. Elle l'appela par son nom complet alors qu'il se tenait un peu à l'écart comme s'il ne voulait pas communiquer avec la future nounou. Cependant, il se retourna quand même et maintenant Vanessa pouvait voir l'homme avec qui elle allait devoir communiquer. Oscar était jeune et très beau, ce à quoi la jeune fille ne s'attendait pas et elle oublia même qu'elle devait dire bonjour. Monsieur Parvallon décida de rompre son silence et demanda à Barbara si l'infirmière pouvait parler. À cause d'une telle question, la fille a pensé qu'il était un idiot complet. Et continua à examiner son visage. Puis elle parla et lui tendit la main, le salua et se présenta. La jeune fille a également dit qu'elle était ravie de le rencontrer et de travailler pour lui, ce à quoi il a répondu de la même manière. Après cela, Oscar a demandé à la jeune fille de s'installer dans la voiture quand elle serait prête. Et pendant qu'il était parti, Barbara a décidé de répéter brièvement avec l'élève les tâches qu'elle devrait effectuer. Le directeur a également rappelé à Vanessa qu'elle ne devait pas révéler de secrets et qu'elle ne devait pas mettre le patron dans une situation embarrassante. Sauf pour ne pas pirater et ne pas tomber amoureuse, ce à quoi la jeune fille a promis qu'elle ne décevrait pas son mentor. Vanessa était sûre de pouvoir tout gérer et était déjà fière d'elle à l'avance. C'est donc avec la conscience tranquille qu'elle se dirigea vers la voiture. Le chauffeur, Adam, s'approcha immédiatement d'elle et lui proposa de l'aider à mettre sa valise dans le coffre. La jeune fille lui semblait mignonne et il décida de donner à la nouvelle employée quelques conseils pour le travail futur. Il lui a conseillé de ne pas se laisser effrayer. Parce que l'enfant n'avait que 4 ans, mais elle n'avait peur de rien. Remerciant poliment l'homme pour ses conseils, la fille alla prendre sa place dans la voiture. Là, elle vit que monsieur Parvallon était avec son fils, ce qui était un peu inattendu pour elle. Pourtant, elle se ressaisit et parla immédiatement au garçon, clarifiant immédiatement s'il était le fils d'Oscar. Le garçon a commencé à se présenter comme Cordell, mais son père l'a interrompu et a ajouté que tout le monde l'appelait Cody. Vanessa n'oublia pas la politesse. Et a exprimé à quel point elle était ravie de rencontrer ce garçon. Cody a ensuite dit à son père qu'il ne faisait pas confiance à cette femme et qu'elle sentait les oranges. Vanessa ne comprenait pas pourquoi le garçon disait cela et s'est même discrètement reniflée pour voir si elle sentait vraiment cela. Après cela, Vanessa demanda à monsieur Parvallon où ils allaient. Le garçon décida de prendre de l'avance sur son père et annonça qu'ils allaient dans une grande demeure dans la ville des roturiers. Oscar a décidé de corriger un peu les paroles de son fils et a expliqué qu'ils avaient récemment déménagé du sud du pays. La fille a pensé que c'était loin pour qu'ils aient décidé de déménager à Chicago, et elle a sorti son ordinateur portable. Le propriétaire lui a immédiatement dit qu'il y avait du Wi-Fi dans la voiture, si elle en avait besoin, et elle a remarqué qu'il n'y avait même pas de mot de passe. Vanessa entendit alors un clic et remarqua immédiatement que le bouton de la porte de son côté s'était enfoncé. Oscar expliqua immédiatement qu'il ne conduisait qu'avec les portes verrouillées, pour des raisons de sécurité. La jeune fille s'y opposa car si un incident se produisait, il valait mieux que les portes soient déverrouillées. Elle a appuyé sur un bouton de son côté, mais monsieur Parvallon a décidé qu'il avait raison et a bloqué de nouveau la porte. Il expliqua ensuite que si les ravisseurs essayaient d'enlever son fil à un feu rouge, il valait mieux le bloquer. Vanessa comprit son raisonnement et ne discuta plus, retournant à nouveau à l'écran de l'ordinateur portable. À ce moment-là, Cody décida de demander si son père avait remarqué l'odeur d'orange. Alors qu'il se penchait vers le nouvel employé. En même temps, la fille pensait au fait qu'il avait un Wi-Fi dans sa voiture sans mot de passe, et à ce moment-là, il donnait des conférences sur la sécurité. Puis le garçon a commencé à regarder son ordinateur portable et lui a demandé ce qu'elle faisait là.
Vanessa appuya sur un des boutons sans plus d'explication et la vitre entre eux et le chauffeur s'abaissa. Adam se tourna immédiatement vers eux et demanda au patron ce qu'il voulait, mais il n'avait besoin de rien, et Cody remarqua que sa nouvelle nounou était assez rusée et habile. Ensuite, Vanessa appuya de nouveau sur le bouton et la vitre entre eux et le chauffeur remonta. Après cela, elle se tourna vers Oscar et lui proposa de mettre un mot de passe sur le Wi-Fi s'il était si inquiet de la sécurité. Monsieur Parvallon plissa les yeux en regardant la jeune fille, mais en même temps il comprit qu'elle avait raison et accepta. Après un certain temps, ils arrivèrent à la grande demeure de la famille Parvallon, située à la périphérie de Chicago. Adam a immédiatement suggéré à Vanessa de suivre Oscar et qu'il s'occuperait lui-même des bagages. La jeune fille a immédiatement examiné la situation et a été surprise qu'il n'y ait ni garde ni même caméra. Quand ils sont entrés dans la maison, Oscar a expliqué que la chambre de Vanessa se trouvait au 2e étage, la 2e à gauche. Ensuite, il s'est tourné vers le garçon et lui a expliqué que maintenant il serait avec cette fille, mais le garçon voulait être avec son père. Oscar insistait toujours que désormais, Cody devait contacter Vanessa pour toute question. Il a également décidé d'épargner à son fils le voyage, et il n'a été que capricieux en réponse. Pensant que son père le considérait incapable de faire des affaires. Monsieur Parvallon ne voulait vraiment pas impliquer le garçon dans cela, mais il continuait à dire que son père avait besoin de lui. Cela a mis le petit Cody tellement en colère qu'il a jeté sa boisson par terre et est sorti de la maison en courant. Oscar expliqua que c'était difficile pour lui maintenant sans sa mère, et Vanessa remarqua que le garçon était devenu très attaché à son père. Ensuite, la fille a demandé si Cody savait ce que faisait vraiment Oscar. En réponse, l'homme a demandé si Vanessa le savait. Et elle se souvint immédiatement des notes sur ses affaires. En réponse, elle a seulement admis qu'elle avait lu certaines nouvelles, mais qu'elle ne s'était pas vraiment plongée dans ses affaires. Oscar a quand même décidé de raconter à la jeune fille plus de détails, en essayant d'être extrêmement honnête avec elle. L'homme avoua qu'il était en réalité le bras droit du parrain de la mafia Parvallon. Vanessa était bien consciente qu'être le bras droit du chef de la mafia lui permettait d'être presque au même niveau que le don. Oscar a ensuite admis qu'il avait beaucoup d'ennemis, plus que quiconque, et il était plus que sûr qu'il ferait n'importe quoi pour atteindre son fils unique. Ce garçon était très important puisqu'il était l'héritier du nom Parvallon. Oscar finit par dire que c'était pour la protection du garçon qu'il avait besoin d'elle, et la jeune fille promit qu'elle ferait tout le nécessaire. Cela rassura Monsieur Parvallon, et il décida qu'il ne devrait avoir aucun problème avec cela. Immédiatement, Vanessa a commencé à poser des questions sur ses responsabilités. Et à énumérer quelques mesures qu'elle pourrait prendre en matière de cybersécurité. Mais il n'y avait pas besoin de cela. Sa seule préoccupation était Cody, bien qu'elle n'ait aucune idée qu'elle devait être une nounou infirmière. Puis elle recommença à parler du fait qu'il n'avait pas de garde du corps et que le personnel devait être vérifié. Oscar s'approcha de nouveau de Vanessa et lui répéta que sa seule tâche était de ne pas quitter son fils des yeux. Puis la fille remarqua une bouteille de boisson jetée sur le sol, que Cody avait laissée. Monsieur Parvallon a ensuite ajouté qu'après que le garçon se soit enfui, elle devrait le suivre. Vanessa était d'accord avec lui et courut immédiatement dehors pour chercher le garçon. Mais il n'était nulle part. Et puis elle l'entendit se disputer et crier avec quelqu'un. En prêtant attention à cet endroit, Vanessa a vu que Cody avait déjà été attrapé par des hommes et poussé dans le coffre de la camionnette. Elle se précipita immédiatement après eux, espérant les rattraper et sauver le garçon des kidnappeurs. Cependant, la voiture avait déjà réussi à s'éloigner. Et la fille a compris que dès le premier jour, elle avait eu des ennuis. En regardant le fourgon qui s'éloignait, elle savait très bien qu'un enfant avait été enlevé. Et puis elle vit Monsieur Parvallon debout dans la porte et elle ne savait pas comment lui dire cela correctement. Pendant un instant, elle a pensé qu'il valait encore la peine de courir après la voiture, mais elle savait que cela ne l'aiderait certainement pas. Et elle s'est précipitée à la maison pour tout raconter au propriétaire et prendre les mesures nécessaires. Il a commencé à demander ce qui s'était passé, et la fille a expliqué que plusieurs ravisseurs masqués avaient emmené le garçon. Monsieur Parvallon a immédiatement attrapé la travailleuse par le bras et a commencé à la pousser pour qu'elle suive la voiture. Vanessa ne s'en souciait pas du tout. Au contraire, elle voulait vraiment sauver le petit Cody. Elle a pris son sac et a demandé au propriétaire les clés de la voiture pour pouvoir se dépêcher. Mais Adam est déjà accouru vers elle, il sera son chauffeur dans cette mission et l'emmènera là où elle doit aller. La jeune fille a promis à Oscar qu'elle retrouverait le garçon et lui a demandé de se rendre à la police pour le moment. Mais il se pencha sur elle. Quand elle était déjà montée dans la voiture, il lui a dit que ce ne serait pas nécessaire si elle faisait bien son travail. L'instant d'après, la voiture filait déjà à toute vitesse dans la direction où était partie la camionnette. Le chauffeur lui demanda où aller et Vanessa lui indiqua quand tourner à droite et quand tourner à gauche. Elle a également ouvert son ordinateur portable et a décidé d'utiliser un programme spécial pour rechercher des voitures.
Elle avait bien mémorisé le numéro de la camionnette et allait maintenant la suivre, ce qu'elle connaissait très bien. Adam lui a demandé ce qu'elle faisait et Vanessa lui a brièvement expliqué comment elle allait retrouver la voiture. La fille a également regardé les caméras et a vu que cette fourgonnette s'était allumée il y a moins d'une minute. En même temps, Vanessa a vu que tout se passait trop facilement et a soupçonné que cela pouvait être un piège. Ensuite, la fille a demandé de tourner à gauche, puis après 2 autres feux de signalisation à droite, et il pourrait les rattraper. La nounou voulait également pirater les tours de réseau les plus proches, afin qu'il y ait encore plus d'opportunités de retrouver la voiture le plus tôt possible. Puis elle a commencé à marmonner ce qu'elle allait faire d'autre, mais Adam n'a pas tout à fait compris tous ces termes. Vanessa a rapidement trouvé 3 signaux de téléphone dans le bâtiment qu'ils approchaient. Quand ils arrivèrent, ils virent immédiatement la camionnette du ravisseur, et la jeune fille se prépara à agir davantage. Elle a demandé à Adam de faire le tour du bâtiment et de l'attendre de l'autre côté jusqu'à ce qu'elle revienne avec le garçon. Il y avait un garde du corps à l'entrée. Il avait l'air d'un professionnel. Mais la jeune fille trouva étrange qu'il soit sans arme. S'approchant de lui, elle l'a immédiatement averti qu'elle était bien entraînée et lui a demandé d'ouvrir la porte de manière courtoise. Il s'appuya seulement plus confortablement contre la porte et refusa de laisser passer le visiteur en uniforme. Sans attendre une minute de plus, la jeune fille plia brusquement les bras au niveau des coudes puis frappa le voyou encore plus brusquement au plexus solaire. Du coup, il se plia en 2 brusquement et Vanessa lui asséna aussitôt un coup du tranchant de la main sur la nuque. Après cela, un grand homme musclé était allongé sur le sol, ses lunettes de soleil étaient tombées et il ne pouvait pas encore bouger. Vanessa entra dans le bâtiment et se retrouva dans la cuisine, dans laquelle, pour une raison quelconque, il n'y avait aucun cuisinier, personne. Remarquant un plateau rond en métal sur une des tables, la jeune fille décida de s'en armer. Un peu plus loin, sur le côté opposé, il y avait une autre porte avec une fenêtre ronde. Vanessa, prudente, y jeta un coup d'œil et vit un hall à moitié éclairé. Et il y avait une femme et un homme qui gardaient Cody, qui était ligoté. Immédiatement, la jeune fille, claquant la porte bruyamment, fit irruption dans le hall et était prête à se battre avec 2 criminels. À leur tour, ils se préparèrent aussi à la bagarre et prirent immédiatement une position de combat. Vanessa a immédiatement balancé le plateau, avec l'intention de frapper l'homme, mais il a réussi à se baisser, et elle l'a manqué. Se relevant immédiatement, ce bandit a balancé son poing sur la fille, mais elle a réussi à bloquer son cou avec un plateau. Il sentit une douleur incroyable dans son poing, et pendant qu'il s'éloignait, Vanessa balança sa jambe pour essayer de placer le talon sur le visage du bandit. Mais elle a réussi à repousser ce coup à temps et à renvoyer la jambe de la fille en arrière, se préparant à riposter. Vanessa ne s'est cependant pas laissée déconcerter et a immédiatement frappé le bandit à la tête avec un plateau en métal. Pendant que les 2 essayaient de se remettre du carnage, la fille, sans perdre une seconde, courut immédiatement vers le garçon. Sans même le dénouer, elle mit le code sur son épaule et se précipita hors du bâtiment. Dans la rue, depuis la voiture, le chauffeur lui criait des éloges, heureux qu'elle ait réussi. Elle a mis le garçon dans la voiture et l'a serré contre elle comme s'il était son propre enfant. Puis elle commença à défaire les cordes et lui demanda s'il était blessé et comment il se sentait. En voyant Cody assis, courbé, elle se souvint de la façon dont elle s'était assise, effrayée, après l'incendie de sa maison. Vanessa serra à nouveau le garçon dans ses bras et lui promit que tout irait bien maintenant et qu'il ne devait plus s'inquiéter. À ce moment-là, Adam toussa un peu et réalisa qu'il ne se sentait pas très bien, mais il avait encore une tâche à accomplir. À ce moment-là, la fille remarqua que certains ne allaient pas bien et elle s'inquiéta, mais ensuite elle vit que ses intentions n'étaient pas amicales. L'instant suivant, elle vit une arme pointée sur elle, et Adam lui-même lui demanda de sortir de la voiture. Puis il a ajouté que Vanessa devait se nettoyer, laisser l'enfant derrière elle et qu'elle recevrait 2 millions pour cela. La jeune fille a compris que cet homme était de connivence avec les ravisseurs et qu'il allait maintenant terminer ce qu'il avait commencé. Adam expliqua qu'il n'avait rien à voir avec les crétins qu'Oscar avait engagés pour la tester. Vanessa se rendit compte maintenant que c'était un test, et le chauffeur ajouta que le propriétaire ne perdait pas de vue le garçon, et maintenant il ne pouvait pas manquer une telle opportunité. La jeune fille protégea le garçon avec son corps et lui dit qu'elle ne lui permettrait jamais de faire ce qu'il avait prévu. Cependant, Adam insistait pour qu'elle fasse la chose intelligente et qu'elle prenne simplement l'argent au lieu de se retrouver avec un trou dans le front. Du coin de l'œil, Vanessa remarqua un ordinateur portable ouvert et décida de l'utiliser. Continuant à distraire le chauffeur avec une conversation, elle tendit la main vers l'appareil et commença à chercher le bon bouton. Quand Adam entendit la nounou refuser à nouveau, il se prépara à appuyer sur la gâchette pour l'achever. Bientôt les doigts de la fillette se trouvèrent au bon endroit et elle appuya sur le bouton sans hésiter. Au même moment, les essuie-glaces se mirent en marche, glissant un bruit discret sur le pare-brise. Cela a distrait un peu Adam, qui s'est retourné pour savoir ce qui s'était passé.
Vanessa avait besoin de cela, après quoi elle a immédiatement appuyé sur un autre bouton de l'ordinateur portable. À partir de là, la vitre qui protégeait le chauffeur des passagers s'est levée et a fermement serré la main d'Adam, qui a lâché le pistolet. À ce moment-là, la fille a attrapé le garçon et a poussé la porte de la voiture de son côté. L'instant d'après, elle était déjà sur le dos, de sorte que Cody se trouvait au-dessus d'elle et n'était pas blessé. Puis, se relevant rapidement, elle, avec l'enfant dans les bras, se précipita pour courir jusqu'à ce qu'Adam soit libéré du piège. En chemin, elle n'arrêtait pas de calmer le garçon, en lui disant qu'il serait bientôt à la maison et qu'il était très courageux. Courant vers la maison, Vanessa remarqua que la voiture d'Adam était déjà garée dans la cour et des pensées terribles lui traversèrent l'esprit. Et puis elle a vu le chauffeur debout à côté de Monsieur Parvallon comme si de rien n'était. À ce moment-là, Cody se libéra de ses bras et se précipita vers son père tandis que Vanessa elle-même comprenait que quelque chose n'allait pas ici. Oscar tapota la tête du bébé et félicita la nounou pour son excellent travail et lui dit qu'elle était embauchée. Maintenant, elle réalisait que même le dialogue d'Adam faisait partie de tout le plan. Mais il ne faisait que son travail. Monsieur Parvallon a fait remarquer qu'il ne s'en sortait pas très bien parce que Vanessa s'était échappée avant qu'il ne tire. La fille, bien qu'un peu en colère, répéta encore une fois que pour de telles raisons la porte de la voiture devait être déverrouillée. Oscar était d'accord avec elle et Cody a même commencé à la féliciter de ne pas être méchante, assez vite, et l'a aussi embrassée. Vanessa s'est rendu compte qu'il avait entraîné son fils dans cette affaire, mais il n'avait pas pu s'empêcher de prévenir Cody parce que le bébé pourrait alors avoir un traumatisme psychologique. Oscar voulait également s'assurer qu'elle ne pourrait pas être intimidée ou corrompue de cette manière, et il aimait le résultat. Il lui expliqua que cela était déjà arrivé à d'autres babysitters et Vanessa lui promit de surveiller Cody mais lui demanda de lui faire confiance. Monsieur Parvallon ne pouvait pas accepter cela parce qu'il ne faisait confiance à personne ni à rien. Quand Vanessa lui a demandé la raison, il a avoué que sa femme avait disparu il y a 1 an. Puis il a sorti de sa poche une alliance de la taille d'un doigt de femme et qui était couverte de sang. Il a ensuite ajouté qu'une chose n'avait pas été mentionnée dans les rapports de police, à savoir que sa femme avait été assassinée. Le visage d'Oscar était très triste et mélancolique. Il ferma même les yeux en se souvenant de sa femme. Vanessa a remarqué comme le petit Cody était gêné quand son père s'est souvenu de sa mère et elle s'est rendue compte que le garçon était triste aussi. Ensuite, elle a demandé à l'employeur de ne pas en parler maintenant, car le moment n'est pas le plus opportun. Oscar a compris ce que la jeune fille voulait dire et a demandé à son fils d'aller dans sa chambre. Mais il s'y opposa, affirmant qu'il allait en fait très bien et qu'il ne voulait vraiment pas retourner à la maison. Vanessa remarqua alors les fenêtres et demanda où se trouvait exactement la chambre du garçon. Il fit une petite grimace, ne comprenant pas pourquoi la nouvelle nounou avait besoin de la fenêtre de sa chambre. La jeune fille a alors suggéré en plaisantant que la chambre de l'enfant soit celle avec les rideaux en dentelle. Cody a nié et Oscar a expliqué que la chambre de son fils se trouvait à l'opposé de la maison. Ensuite, Vanessa a décidé que c'était celle avec les pots de fleurs. Mais le garçon s'opposa à nouveau avec colère. Puis il attrapa l'infirmière par le bras et la traîna avec lui, avec l'intention de lui montrer ce qu'était vraiment sa chambre. Et avant que la jeune fille n'ait eu le temps de partir, Oscar lui a dit de venir dans son bureau dans 10 minutes. Après cela, elle est allée chercher le garçon et son père les a seulement regardés partir. Adam, qui se tenait à proximité, remarqua qu'il aimait cette fille et conseilla au propriétaire de ne pas la faire fuir. Mais Oscar croyait que si Vanessa pouvait être effrayée, alors elle n'avait certainement pas sa place ici. Le chauffeur s'approcha ensuite du patron et partagea l'idée qu'elle sentait vraiment les oranges. Cody, en chemin, pensait que la nounou essayait de le tromper, mais elle voulait vraiment seulement jeter un coup d'œil à sa chambre. Vanessa expliqua au garçon que, d'après ce qu'il y avait là, elle pourrait se faire une opinion sur lui. C'était un peu une surprise pour Cody, car personne ne lui avait dit cela auparavant. La fille était vraiment inquiète parce qu'il avait géré cet enlèvement trop bien. Elle était également heureuse que cela ne l'affecte pas trop. Pendant ce temps, ils atteignirent la chambre. Le garçon a dit que la pièce n'avait pas été nettoyée depuis qu'ils avaient emménagé et qu'il y avait encore des choses des anciens propriétaires. Cody a ensuite précisé qu'il s'agissait de choses d'enfants, mais que la nounou aimait même ce genre de choses. Elle a quand même demandé au garçon s'il ne voulait pas le montrer, mais il a pensé que c'était juste une pièce. L'instant d'après, ils étaient déjà dans une pièce plutôt spacieuse où régnait un vrai désordre. Immédiatement, un grand nombre de cartons de lait au chocolat vide ont attiré mon attention. Ensuite, la fille a remarqué que Cody avait beaucoup de costumes presque identiques, encore plus que l'Undertaker. Dans l'autre coin, il y avait un coin pour la créativité, qui permettait à l'enfant de faire face à ses expériences intérieures. Vanessa a immédiatement pensé que le garçon devait consommer moins de sucre et aussi diversifier sa garde-robe. Pendant que la babysitter ne regardait pas, Cody se dépêcha de cacher certains jouets sous les oreillers, se sentant un peu mal à l'aise.
Il expliqua aussi la présence des cartons vides par le fait que la bonne ne l'aimait pas beaucoup. La jeune fille sourit de nouveau, ne comprenant pas comment cela pouvait être possible, car il était si merveilleux. Elle voulait même caresser les cheveux de l'enfant, mais celui-ci la repoussa immédiatement. Et puis, en regardant sous son front, il a dit assez grossièrement qu'il n'avait pas besoin d'une nouvelle mère. Mais Vanessa n'a même pas essayé. Elle comprenait que personne ne pourrait jamais remplacer la propre mère de l'enfant. Elle a également expliqué au garçon qu'elle pouvait arrêter de se soucier autant de lui s'il n'aimait pas ça. Il lui a seulement répondu sur le même ton mécontent qu'elle devait seulement continuer à faire son travail. Vanessa a essayé de nouveau de jouer avec lui et a accepté son ordre, mais il lui a rappelé qu'il était temps pour elle d'aller voir son père. La fille s'est rendue compte que le bon moment était vraiment arrivé et s'est immédiatement rendue au bureau du patron. En chemin, l'infirmière pensait que cet enfant était trop têtu, mais en même temps, on pouvait le comprendre. Bientôt, elle se tenait devant la porte et frappa prudemment à la barrière en bois. L'invita à entrer et Vanessa remarqua immédiatement que cet homme avait un peu changé. Dans de telles circonstances, M. Parvallon ne paraissait pas aussi terrible qu'il l'était pour le bras droit du don. Immédiatement, la fille a rapporté qu'elle avait laissé Cody dans sa chambre et a demandé si c'était effrayant. Oscar a expliqué que s'il était dans la maison, c'était normal et a également admis qu'il avait mis un peu de pression sur la nounou un peu plus tôt. Mais la jeune fille ne pensait pas du tout que ce n'était pas grand-chose, bien au contraire. Elle promit à son patron de tirer cette affaire au clair, quoi qu'il lui en coûte. Ce que Vanessa voulait dire, c'est que ceux qui avaient tué Madame Parvallon menaçaient maintenant leur fils. Et elle était prête à protéger le garçon, ainsi qu'à tout mettre en ordre pour que Cody ne soit plus en danger. Oscar a confirmé que les menaces ont commencé dès le moment où son oncle, un parrain de la mafia, a désigné le garçon comme son successeur. En même temps, la jeune fille a noté que le contrat ne mentionnait pas que sa famille était menacée. Elle a également ajouté que de telles obligations ne sont pas incluses dans les termes du contrat signé. En même temps, Vanessa s'est rendue compte que le patron n'avait pas lu les petits caractères et a décidé de l'utiliser comme levier. Oscar se souvint qu'elle était formée en autodéfense, mais la jeune fille objecta qu'elle venait de sortir de l'école et qu'il aurait dû prendre une travailleuse plus expérimentée. Monsieur Parvallon, à son tour, commença aussi à résister. Et a affirmé qu'il avait embauché exactement la personne dont il avait besoin. La jeune fille ne comprit pas immédiatement ce qu'il voulait dire et demanda une explication plus détaillée. Pendant un instant, elle a même pensé que cet homme connaissait son passé et avait deviné qu'elle était venue pour obtenir des réponses. Mais Oscar a seulement expliqué qu'il n'avait besoin de personne d'autre et a demandé quelles étaient les conditions de la nounou pour rester. Après tout, Vanessa s'est rendue compte que cette tâche était beaucoup plus difficile que celle pour laquelle elle s'était inscrite, et il a commencé à proposer des options de compensation. L'homme a proposé d'augmenter le paiement, bien que la jeune femme allait lui proposer de nouvelles conditions. Et pendant qu'elle restait silencieuse, Oscar continuait à lui offrir divers incitatifs, comme une maison à Majorque ou des contacts dans la politique. Mais Vanessa considérait tout cela inutile si elle ne s'en sortait pas. Et elle se demandait aussi pourquoi il avait besoin d'elle. Et puis la fille a demandé au propriétaire de lui donner un accès complet à tout ce dont elle avait besoin. Monsieur Parvallon lui a demandé de préciser. Et la fille a ajouté que c'était absolument tout car cela aiderait à protéger le garçon. Oscar a trouvé une telle application même intéressante et son éthique de travail lui semblait désintéressée. Mais Vanessa a déclaré qu'elle voulait juste survivre à cette mission, donc elle voulait utiliser tous les moyens possibles. Le patron y a réfléchi parce qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas lui fournir, ni un compte d'entreprise ni les données des clients. La nounou ne s'intéressait pas à ses affaires et lui a promis de ne pas regarder ce dont elle n'avait pas besoin. La conversation commençait à prendre un caractère plus amusant pour Oscar, et il demanda à nouveau de clarifier ce qu'elle essayait d'accomplir. Etagem Parvallon était également intéressé par ce que tout cela donnerait à la jeune fille, qu'elle était si scrupuleuse à tout. Après avoir rapidement passé en revue plusieurs options dans son esprit, Vanessa a déclaré qu'elle avait une demande encore plus personnelle. Puis, prenant une profonde inspiration, la jeune fille a demandé au patron de lui laisser une excellente évaluation garantie. Après tout, elle mettait sa vie en jeu pour Cody. Et s'il allait bien à la fin, elle voulait que son travail soit apprécié. La jeune fille a également demandé à Oscar de devenir le plus haut mécène de l'Académie d'élite pour nounou. Après avoir écouté Vanessa, Monsieur Parvallon a pensé que ses demandes étaient assez modestes, mais elle a insisté, et il a promis qu'il le ferait dans un an, quand il serait temps de quitter Chicago. Mais ensuite, Oscar regarda la nounou d'un air un peu menaçant et dit que tout serait différent si quelque chose arrivait à son fils. Si cela arrive, alors la fille regrettera beaucoup de ne pas être morte pendant sa tâche. Et bien que Vanessa ne soit pas une personne craintive, ces mots la firent quand même un peu réfléchir. L'apparence du patron à ce moment-là était si menaçante qu'il lui semblait même qu'il pourrait la frapper. Mais il ne fit rien de tel, il la mit seulement à l'aise. En sortant du bureau, la jeune fille s'est rendue compte qu'il parlait sérieusement et cela se lisait dans ses yeux.
Vanessa était bien consciente qu'une personne comme lui la tuerait très lentement en cas d'erreur. Mais en même temps, elle était bien formée et savait que les nounous d'élite ne font jamais d'erreur. Puis elle rencontra dans le couloir un chauffeur qui traînait ses valises dans la chambre, bien qu'elle aurait pu le faire elle-même. Mais Adam sentait qu'elle avait eu assez de défis pour aujourd'hui et il a également exprimé sa joie qu'elle reste. Il allait monter les valises au 2e étage et à ce moment-là, il invita la jeune fille à visiter la maison. Ensuite, il a précisé que pour l'année suivante, ce serait sa maison à moins qu'il ne se passe quelque chose d'irréparable. Vanessa regarda cet homme et ne put dire de quel côté il était, pour elle ou contre elle. Néanmoins, elle a écouté son conseil et est allée regarder autour d'elle, en remarquant que la maison ressemblait à un petit palais. Puis elle a décidé de faire une promenade dans le jardin et en même temps de voir à quel point il est sûr. Non loin de la porte, Vanessa remarqua un gardien de sécurité qu'elle connaissait déjà officieusement. C'était le même gardien qu'elle avait récemment tué pour sauver le garçon. Quand elle atteignit la clôture, la jeune fille vit qu'elle mesurait 3 mètres de haut. Et il y avait du fil barbelé en haut. De plus, à certains endroits, elle remarqua plusieurs autres gardes aussi énormes que le premier. En avançant, Vanessa vit qu'il y avait aussi de belles choses ici, comme des fontaines. Et pourtant, cet endroit où elle a appris qu'un garçon jouait habituellement ne lui semblait pas être un terrain de jeu. La fillette pensa donc qu'il serait très bien qu'elle emmène l'enfant au parc d'une manière ou d'une autre. De retour à la maison, Vanessa est allée chercher sa chambre et a vu qu'elle était assez spacieuse. Mais ce n'était pas le luxe qui la dérangeait, et elle a profité de l'occasion pour charger son ordinateur portable. Mais quand elle a ouvert la mallette, la jeune fille a remarqué avec horreur que l'appareil n'y était pas et a commencé à se souvenir où elle l'avait laissé. Après avoir passé en revue les événements récents dans sa tête, Vanessa s'est rendue compte qu'elle avait laissé l'ordinateur portable dans la voiture. Cela s'est passé exactement au moment où elle est sortie de la voiture avec le garçon. En regardant par la fenêtre, elle espérait pouvoir la prendre tout de suite, mais il n'y avait pas de voiture dans la cour. Puis Oscar est entré chez l'infirmière et l'a invité à le rejoindre pour le dîner, qui était déjà prêt. Vanessa a immédiatement demandé comment elle pourrait récupérer son ordinateur portable et le patron a promis qu'Adam s'en occuperait. Puis elle s'enquit du garçon et apprit qu'il avait décidé de dîner dans sa chambre ce jour-là. Elle se demandait aussi combien de fois Cody ne s'était pas présenté à table. Oscar expliqua que son fils faisait cela depuis peu et la jeune fille en déduisit que c'était dû à la perte de sa mère. Et puis le patron s'est retourné et a dit avec colère qu'il n'avait pas du tout besoin de son raisonnement. Après tout, il connaît très bien son fils et ne veut entendre l'avis de personne sur ses sentiments. Ensuite, il a répété à l'infirmière qu'elle n'avait qu'à se soucier de la sécurité du garçon. À ce moment-là, Cody se tenait devant la porte et essayait d'écouter discrètement ce dont parlaient les adultes. Mais Vanessa entendait encore des bruissements derrière la porte de la chambre du garçon. Oscar n'y prêta pas attention car il se dépêchait d'aller là où il devait aller. Et la fille s'est rendue compte que Cody avait tout entendu et cela l'a contrarié. Parce qu'il était encore trop jeune. Ensuite, elle se rendit dans la salle à manger, où elle fut invitée à s'asseoir à une immense table. Vanessa pensait qu'il y avait trop de nourriture, même si elle avait faim. Elle trouvait que c'était trop. Monsieur Parvallon était déjà assis en face d'elle, prêt à commencer son repas tout en la regardant. La jeune fille, bien sûr, était formée à l'étiquette, mais elle se sentait encore un peu mal à l'aise. À l'académie, on lui avait appris à engager la conversation avec son employeur, et elle décida de commencer une conversation. Vanessa a d'abord demandé ce qui avait amené Monsieur Parvallon à Chicago. Quand elle a entendu que c'était juste une affaire, cela lui a paru un peu étrange car il n'était pas de la mafia locale. Cette société n'avait aucune influence ici et elle savait aussi que les familles mafieuses locales ne l'accueilleraient pas à bras ouverts. Alors Vanessa a suggéré qu'un homme avec la position d'Oscar pourrait faire beaucoup de bruit dans la ville. Son interlocuteur était d'accord avec son opinion d'un ton relativement calme parce que c'était vraiment le cas. Et la nounou remarqua qu'Oscar ne ressentait aucun remords. Comme s'il ne comprenait pas à quel risque il exposait son fils. Cependant, elle n'a pas interrompu la conversation et a décidé de demander autre chose au patron. La jeune fille était curieuse de connaître les objectifs d'Oscar pour l'année à venir, mais il n'a pas tout à fait compris sa question. Vanessa expliqua que si rien de spécial n'était prévu, elle pourrait enseigner aux garçons une langue ou un autre article. Monsieur Parvallon hésita un peu avant de répondre, comme s'il réfléchissait à une proposition. Puis la jeune fille entendit qu'Oscar y avait déjà pensé auparavant. Croyant que le garçon avait vraiment besoin d'apprendre quelque chose. Mais en même temps, il espérait que Code, en tant que futur héritier de Parvallon, serait à la hauteur de certaines attentes. Puis la porte de la salle à manger s'ouvrit et une des servantes entra, apportant une boisson à la table. Vanessa trouva un peu étrange et suspect que la servante soit entrée à ce moment précis. Elle remarquait ici des gens aussi étranges que s'ils ressemblaient à des fantômes, et elle ne rencontrait que le chauffeur. La jeune fille était également très intéressée de savoir pourquoi elle était la seule invitée à dîner avec le patron.
Vanessa a alors décidé que c'était parce qu'elle n'était là que pour la première journée et a quand même décidé de jouer le jeu de ce geste de salutation si étrange. La jeune fille a ensuite commencé à demander ce que Cody faisait toute la journée et a appris que son père l'emmenait généralement avec lui au travail. Elle ne pensait pas que c'était bon pour l'enfant et a dit que désormais, cela ne se produirait plus. À ce moment-là, elle a remarqué que l'humeur du patron avait changé et qu'il serrait même les poings de manière perceptible. Ensuite, M. Parvallon a ordonné à la servante de Julia de les laisser seuls un moment, il voulait éclaircir quelque chose. Vanessa remarqua le regard mystérieux de la servante et réalisa de nouveau que quelque chose d'étrange se passait ici. Puis Oscar se leva de sa chaise et demanda à l'infirmière de le suivre et se dirigea vers la porte. La jeune fille voulait lui demander quelque chose d'autre, mais il m'a conseillé de ne plus dire un mot pour le moment. Un garde se tenait devant la porte, comme d'habitude, et M. Parvallon lui fit signe de faire quelque chose. La jeune fille passa devant cet homme immense, pensant qu'il avait reçu l'ordre de lui faire quelque chose. Mais il resta immobile, et Oscar lui-même la prit par le bras et la tira dans l'autre direction. La jeune fille était un peu contente que le patron ne l'ait pas grondée devant les autres, mais d'un autre côté, cela lui semblait trop. Quand ils s'arrêtèrent, Vanessa commença immédiatement à s'excuser de s'être permis de trop parler. Mais M. Parvallon l'interrompit en lui disant qu'elle n'avait pas à s'excuser, et qu'il était entièrement d'accord avec elle. Ensuite, il a demandé à la jeune fille de feindre la peur, mais elle ne comprenait pas pourquoi c'était nécessaire. M. Parvallon répéta sa demande, en lui serrant les mains, et elle accepta. Puis le garde a vu comment le patron secouait la fille, et elle a commencé à crier comme si elle était sur le point de mourir. Après cela, Oscar la cacha à nouveau derrière un arbre et dit qu'il n'avait qu'un seul objectif pour Cody. Il était sur le point de dire cela, quand un bruissement se fit entendre à proximité et que le chef se tut. Un moment plus tard, l'un des gardes apparut devant eux, comme s'il bloquait la lumière de la lune avec son corps immense. Le chef lui a demandé ce qu'il voulait et a appris qu'il y avait des problèmes dans le 3e district. Se rendant compte que la situation n'était pas banale, Oscar invita la jeune fille à parler plus tard et il partit pour ses affaires. Restée seule, Vanessa essaya de comprendre pourquoi cet homme avait si peur de parler devant tout le monde. Le lendemain matin, la jeune fille entendit Cody interroger quelqu'un de manière assez menaçante. Le garçon affirmait qu'il finirait par découvrir qui avait osé voler la famille Parvallon. En ouvrant la porte de la chambre de Cody, la fille vit le péage interroger le caneton dans la faible lumière. Cela lui semblait même un peu étrange qu'un garçon de cet âge apprenne à torturer les interrogateurs. Cependant, elle l'a quand même appelé et l'a invité à la rejoindre pour le petit déjeuner, mais il allait manger dans la chambre. Vanessa sourit et supposa que le garçon avait juste peur de manger de la nourriture humaine devant elle. Cody ne comprenait pas tout à fait ce que sa nounou voulait dire par nourriture humaine, mais il se posait des questions. Puis elle a décidé de jouer le jeu avec le bébé et a promis qu'elle ne révélerait à personne son secret. Le garçon ne comprenait pas de quel secret elle parlait et Vanessa lui expliqua qu'il était en fait un vampire. Elle a également expliqué cela par le fait qu'il ne va nulle part et qu'il ne mange que lorsque personne ne voit ses crocs. Mais Cody s'y opposa et expliqua en réponse qu'il n'était pas un vampire et qu'il ne voulait tout simplement pas manger avec elle. À cela, Vanessa a admis qu'elle avait déjà mangé, donc la cuisine était entièrement à la disposition du garçon. Puis elle a décidé de le laisser seul, en l'invitant à se retrouver plus tard en bas. Quand la babysitter est partie, Cody était encore insatisfait pendant un moment, ne comprenant pas pourquoi elle ne le laissait pas derrière elle. Puis il remarqua le regard du caneton et lui ordonna de ne pas le regarder ainsi. Après le petit déjeuner, Vanessa a fait la vaisselle et était contente que le garçon ait enfin mangé hors de la chambre. Sur une des assiettes, elle remarqua qu'il avait dessiné avec de la sauce le visage d'un vampire avec des crocs. La jeune fille a trouvé cela un peu insolent, mais elle était quand même contente que l'enfant mange. Et pendant qu'elle finissait de nettoyer, après avoir réfléchi un moment, elle entendit quelqu'un entrer dans la cuisine. En se retournant, Vanessa vit une femme en tablier devant elle et réalisa que c'était Madame Kenneth. Elle a immédiatement demandé ce que faisait la nounou ici. Et la fille a rapporté qu'à partir de maintenant, elle surveillerait les petits déjeuners et les déjeuners de Cody. Vanessa a également promis de ne pas déranger Madame Kenneth, et elle a remarqué que la nouvelle employée nettoyait bien. Ensuite, la servante a tendu la main vers l'un des placards, a presque poussé Vanessa et a expliqué que M. Parvallon voulait du café. Pendant qu'elle cuisinait, Madame Kenneth demanda à la jeune fille comment elle avait dormi, et elle mentit en disant que tout allait bien. En fait, la jeune fille ne fermait pas les yeux parce qu'elle n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation d'être constamment observée. Vanessa a alors commencé à demander à la femme de ménage si elle avait vu son ordinateur portable, dont elle avait vraiment besoin. Mais Madame Kenneth ne comprenait pas ce qu'il y avait de bien dans cette technologie et pensait qu'il valait mieux lire un livre. À ce moment-là, la voix du propriétaire se fit entendre depuis la porte, demandant où était son café. Vanessa se tourna immédiatement et remarqua à quel point M. Parvallon était maintenant calme.
Mais elle était sûre qu'il faisait juste semblant que rien ne s'était passé la nuit dernière. Oscar remarqua le regard curieux de la fille et décida qu'elle avait une sorte de problème. Elle ne lui a rien dit, seulement pour vérifier si le petit Cody allait bien. En même temps, Vanessa ne pouvait pas comprendre complètement son patron parce qu'hier il voulait lui parler de son fils. En approchant de la chambre du garçon, elle l'entendit à nouveau communiquer de manière menaçante avec le canton et réalisa de qui il avait appris une telle chose. Et pendant que l'enfant restait occupé, Vanessa a décidé d'aller voir ce qui était arrivé à son ordinateur portable. En entrant dans sa chambre, la jeune fille a remarqué que l'appareil était déjà posé sur une petite table. Vanessa était juste impatiente d'enquêter, et elle a décidé de profiter de son moment libre. Oscar ne lui avait rien dit de sa biographie, alors elle a décidé d'utiliser un moteur de recherche. En ouvrant l'ordinateur portable, la jeune fille a immédiatement tapé les crimes de Parvallon dans le sud du pays. Et bientôt, elle put lire que cette famille dirigeait un groupe mafieux depuis 100 ans. L'oncle d'Oscar est maintenant un don à cause de la mort de son frère aîné et de la transmission de la règle. Mais l'oncle n'avait pas de fils, c'est pourquoi son neveu est devenu son adjoint et Cody l'héritier. Maintenant, la jeune fille commençait à comprendre pourquoi cet enfant était si sérieux et se comportait ainsi. Alors Vanessa a décidé de voir ce qu'ils écrivaient sur Parvallon sur le dark web et a immédiatement commencé à pianoter sur le clavier. Là, sur certains sites, la jeune fille a lu que malgré son court séjour ici, il avait déjà réussi à se faire des ennemis. En même temps, Vanessa ne pouvait pas comprendre pourquoi cet homme faisait cela et grimpait à travers l'épaisseur des problèmes. Et puis, il vint à l'esprit de la jeune fille que M. Parvallon devait l'avoir épuisé ses affaires dans le sud. Puis elle entendit Code l'appeler une tante folle, mais cela ne la mit pas du tout en colère. La jeune fille a immédiatement fermé l'ordinateur portable et est allée voir ce dont le garçon avait besoin. En entrant dans sa chambre, elle a vu qu'un caneton était déjà empilé dans son sac pour ordinateur portable et que Cody lui-même cherchait quelque chose. Le garçon ne trouvait pas sa cravate préférée et il allait aller à un événement nocturne avec son père. La fille s'est rendue compte que Cody ne savait pas encore que son père ne l'emmènerait pas avec lui. Et elle commença à réfléchir à la manière de lui expliquer cela. Immédiatement, elle a proposé de rester à la maison et de jouer pendant que M. Parvallon réglait ses affaires. Mais Cody était sûr que son père avait besoin de son aide parce qu'il allait rencontrer des gens qui détestaient la famille Parvallon. C'était une nouvelle information pour Vanessa. Et elle se demandait même comment le petit garçon savait cela. Cody croyait également que lorsqu'il était avec son père, il était sous-estimé, et c'était leur avantage. Alors, le garçon a commencé à demander à l'infirmière de le soutenir quand son père venait. La jeune fille ne savait pas quoi répondre, puis Oscar est entré et a demandé à son fils de rester avec Vanessa. Lui-même ne rentrait que le lendemain soir et il pensait qu'il serait plus sûr pour son fils de rester à la maison. Cela contraria beaucoup le garçon. Et il a essayé de rappeler à son père ce que son oncle voulait. Mais il n'était pas d'accord et insistait pour que Cody reste à la maison afin qu'il soit plus calme. En partant, M. Parvallon s'est tourné vers son infirmier et lui a demandé de surveiller son fils de près. Alors la jeune fille a décidé de tenter sa chance et a demandé au patron de rester encore un peu. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait, mais il décida de l'écouter, pensant que cela pouvait être important. À ce moment-là, Cody fixait attentivement la nounou, espérant qu'elle demanderait encore à son père de prendre le petit avec lui. Mais la fille ne dit rien de tel, elle demanda seulement à nouveau l'accès à son système de sécurité. À ce moment-là, le garçon se sentit trahi et abandonné, comme si son dernier espoir s'était brisé. Et Oscar n'avait pas le temps de le faire maintenant, mais il a promis qu'il en parlerait à Vanessa à son retour. Après cela, M. Parvallon a refermé la porte derrière lui, laissant mon fils en tant que nounou, qui était maintenant offensé par le monde entier. La jeune fille a décidé de désamorcer la situation et a proposé aux petits de dîner ensemble. Mais Cody ne voulait rien, et il a demandé à l'infirmière de le laisser tranquille et de partir. Vanessa voulait encore lui dire quelque chose, mais Cody lui cria de partir de toutes ses forces. La fille essayait encore de le persuader, lui promettant qu'ils s'amuseraient ensemble. Mais le garçon ne voyait rien d'amusant là-dedans et était sûr que son père avait juste décidé de l'abandonner. Vanessa n'avait pas d'autre choix que de quitter la chambre du garçon, et il claqua la porte derrière elle. D'une certaine manière, elle savait très bien ce que Cody ressentait parce qu'elle avait vécu une situation similaire. Dans la mémoire de la jeune fille, les souvenirs de sa maison en flammes remontaient à la surface et il n'y avait rien de drôle. Cette nuit-là, Vanessa ne put pas dormir non plus. Elle était de nouveau envahie par la sensation d'être surveillée. Elle a fouillé toute la pièce à la recherche de caméras, mais n'a rien trouvé, et pourtant le sentiment ne la quittait pas. Mais malgré tout cela, il était temps pour elle de se préparer à reprendre ses fonctions. Elle regarda aussi sa chambre parfaite et pensa qu'il y avait quelque chose de terrible derrière tout cela. Mais Vanessa remarqua alors le soleil qui se levait et décida de sortir sur le balcon pour admirer les rayons. Après être restée là quelques minutes, elle est retournée dans la chambre et a décidé de consulter le moteur de recherche. Et immédiatement,
elle vit que Cody était déjà confortablement assis sur son lit et la nounou l'invita à prendre le petit déjeuner. Le garçon a encore refusé et Vanessa a alors proposé de l'emmener au parc après le petit déjeuner. Cody refusait toujours de manger sa nourriture dégoûtante et encore plus de bouger. Mais soudainement il s'est intéressé au parc et a demandé à la nounou de lui en parler plus. La fillette lui a parlé du parc de jeux de la rue et lui a dit qu'il y avait un zoo dans un autre endroit, mais qu'il sentait mauvais. À ce moment-là, le garçon a avoué qu'en réalité, il aimait beaucoup la plaza de Balboa, mais Vanessa ne savait pas où elle se trouvait. Il lui a expliqué que c'était au centre de la ville, entre les rivières, et qu'il y avait beaucoup d'arbres et de bancs. Ainsi que des fontaines. Le garçon a également admis qu'ils y allaient souvent avec son père et qu'ils y nourrissaient les canards. Connaissant déjà un peu le caractère du patron, la jeune fille essaya de s'imaginer cette scène. Elle accepta quand même d'y aller avec Cody, mais à condition qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble. Après un certain temps, Vanessa regardait son enfant nourricier donner des miettes de pain au canard. En même temps, il demandait aux oiseaux de ne pas se battre, car il avait assez de pain pour tout le monde, mais il continuait à caqueter. En regardant Cody. La nounou voyait bien que ce garçon avait vraiment le manque de son père qui disparaissait toute la journée quelque part. Bientôt, le garçon se lasse de nourrir les canards qui, par nature, ne cessent de se battre, et jette le reste du pain dans la fontaine. Ensuite, il s'est tourné vers Vanessa, lui a demandé de lui acheter une glace. La fille a remarqué qu'il était l'heure du dîner et ne voulait pas qu'il lui gâche l'appétit. Mais le garçon a redemandé, même avec le mot « s'il te plaît », et a ajouté que son papa lui achetait toujours des glaces. À ce moment-là, le bébé avait l'air si adorable que Vanessa ne pouvait pas lui refuser, mais seulement une boule. Elle a ensuite pointé vers la tente de glace et l'a invité à y aller. Cody s'y opposa et expliqua que son père lui en achetait toujours dans le vieux quartier, car il y avait même de la pistache. La fille a accepté, puisqu'il voulait tellement cette glace, et ils y sont allés. Il y avait beaucoup de monde dans le coin et cela semblait être un endroit pour les touristes. En approchant de la cave, Vanessa a immédiatement demandé une glace à la pistache avec des pépites de chocolat pour le garçon. En même temps, la jeune fille s'adressa à lui en français, d'après sa réaction, elle réalisa qu'elle avait encore besoin d'apprendre. En un instant, la glace dans le cornet était prête et la nounou sortit son téléphone pour payer via le terminal. À ce moment-là, Cody regardait attentivement la glace, qu'il était impatient de goûter. Mais soudain, il reprit ses esprits et s'enfuit de là comme si une bande de bandits le poursuivait. Vanessa eut à peine le temps de voir dans quelle direction le garçon se dirigeait avant de disparaître dans la foule. Elle se précipita immédiatement après lui, avec l'intention de le rattraper, mais il avait déjà disparu au coin de la rue. Au début, la fille ne comprenait pas pourquoi Cody n'avait pas pris la glace qu'il avait demandé. Elle a commencé à l'appeler, mais il ne l'a pas insulté. Et puis elle a commencé à comprendre où le fils d'Oscar pouvait aller. Monsieur Parvallon se rendait à ce moment-là à une réunion importante et il avait décidé de consacrer le temps du trajet à la réflexion. Bientôt, le chauffeur lui a dit qu'un appel vidéo entrant avait été reçu et il a demandé de qui il s'agissait. Adam a immédiatement répondu que son oncle voulait lui parler, mais Oscar ne voulait même pas lui parler à ce moment-là. Il a seulement demandé à clarifier ce dont l'oncle Johnny avait besoin puisqu'il avait décidé d'appeler en plein milieu de la journée. Le chauffeur ne pouvait pas savoir ce que c'était, mais il lui a conseillé de ne pas faire attendre son oncle. Alors Oscar a accepté de lui parler et a demandé au chauffeur de le mettre en contact avec lui. Ouvrant l'ordinateur portable dans le salon, Monsieur Parvallon appuya sur le bouton et immédiatement son oncle apparut à l'écran. La voix de l'appelant sonnait légèrement inquiète, et Oscar a même pensé au début que quelque chose de grave s'était produit. Mais il a commencé à demander comment ça allait, et son neveu a admis qu'il restait à coordonner avec un groupe de plus. Johnny écouta et demanda ensuite à Oscar de ne pas déclencher de guerre car il connaissait bien son caractère. Ces Mexicains étaient bien versés dans les armes. Mais ils n'étaient pas très bons avec les produits de luxe, et cela pourrait s'avérer utile. Les contacts avec les bûcherons, ainsi que les connexions dans les chaînes de vente au détail chinoises, aideront également à cela. Johnny était content de cette nouvelle car bientôt il pourrait marquer la ville de leur sceau. De plus, les Normands attendent avec impatience qu'Oscar prépare le terrain, et il a promis de tout faire correctement. Oncle Johnny n'a pas oublié de mentionner que le futur empire reviendrait plus tard à son fils. Il demanda aussi à son neveu de ne jamais oublier pour qui tout cela était fait. Et il a de nouveau promis que tout serait accompli. Après cela, l'oncle Johnny a demandé qu'on lui dise quand tout serait prêt et a ensuite demandé des nouvelles de son fils. Oscar raconta brièvement comment cette affaire et l'oncle avaient fait un toast à ce petit mafieux. Après la conversation, une employée entra dans le bureau de Johnny, sa robe couverte de sang et dit qu'ils étaient prêts. C'était une bonne nouvelle pour le don et il se demandait s'il avait causé beaucoup de problèmes. Il se préparait à partir, pensant à ce que l'homme lui dirait cette fois-ci, et il voulait quelque chose de nouveau. Écouter les mensonges prévisibles de Johnny semblait ennuyeux et lassant. Pendant que les mafieux vaquaient à leurs occupations, le petit Cody commettait son petit crime.
S'étant échappé de sa nounou, il avait l'intention de trouver un moyen de transport pour aller chez son père. Le garçon a dû courir pendant un bon moment, et il était même un peu essoufflé, mais il n'a pas abandonné. Bientôt, il arriva à l'arrêt de bus et s'approcha immédiatement du premier bus qu'il rencontra. Le chauffeur a dit au garçon que le bus allait à la gare et qu'il devait y aller. Après avoir payé le billet, Cody est allé dans la cabine où il a trouvé un siège confortable pour lui et s'est assis. En regardant par la fenêtre, il remarqua que Vanessa courait dans la rue à sa recherche et décida de ne pas sortir la tête. La seule chose qui l'inquiétait maintenant était de pouvoir rejoindre son père et le rencontrer bientôt. Vanessa, elle, le percevait plutôt comme un jeu de cache-cache car elle était confiante en ses compétences. Et Cody, qui était sur la route depuis un certain temps, sentait que ses jambes étaient un peu gonflées et se leva pour s'étirer les jambes. Et quelques minutes plus tard, il est déjà arrivé à l'arrêt correct et est descendu du bus. Mais dès que le garçon est descendu de la marche du transport, il a immédiatement vu un visage familier devant lui. Il y a environ 8 minutes, la nounou, qui était sûre de retrouver rapidement le garçon, a commencé à élaborer un plan. Elle repassait dans sa tête les moyens possibles de son évasion, en jetant un coup d'œil à l'arrêt près duquel les vélos étaient garés. En même temps, la fille savait que même si Cody marchait vite, il ne tiendrait pas longtemps. Vanessa pensa alors à un vélo mais elle ne savait pas encore si le garçon savait en faire. Et l'option la plus appropriée qu'elle voyait était un voyage en bus ou en taxi, où il n'avait qu'à payer. Ensuite, la fille ferma les yeux pour mieux se faire une idée de la direction que Cody pourrait prendre. De plus, le garçon a probablement choisi le moyen le plus rapide pour atteindre son objectif. Vanessa se souvenait aussi de la façon dont il avait fouillé dans ses affaires à la recherche d'une cravate pour accompagner son père. Mais ce jour-là, M. Parvallon a décidé de laisser le garçon à la maison pour la première fois depuis longtemps. Et maintenant, l'infirmière était sûre que Cody était déterminé à retrouver son père pour être à nouveau avec lui. Vanessa a ensuite écouté la conversation de quelques filles qui parlaient d'un enfant dans un costume mignon. En même temps, les filles étaient contentes que les enfants puissent voyager en toute sécurité dans les transports en commun ici. Vanessa s'est rendu compte qu'il parlait de Cody et a immédiatement commencé à demander quel bus il avait pris. La fille était un peu confuse par la soudaineté, mais l'infirmière a répété sa question, cette fois-ci plus doucement, et elle a alors admis qu'elle avait vu le garçon monter dans un bus en direction de la gare. L'infirmière s'est rendue compte que le garçon se dirigeait vers la gare interurbaine et qu'il lui faudrait environ 15 minutes pour y arriver. Maintenant, elle était prête à montrer ce dont la formation à l'académie des nounous d'élite était capable. And soon Vanessa noticed a man who was holding a bicycle with a trunk in front and a dog was sitting there. She immediately approached this man and Kit politely asked him to lend her a transport. While the man was moving away from the charm of the cute girl, he remembered that his dog was still in the basket. Vanessa herself guessed that they would miss each other and immediately returned the dog to its owner. Finally, Vanessa promised to leave the bike in the parking lot and hit the road. The girl rushed along the road, passing cars that were going in both directions and honking at her through one. When she reached the bridge, there was a long traffic jam, and she knew that she would be too late. Therefore, Vanessa decided to test her parcours skill and drove off the bridge, then flying over a baby's trolley. A couple of seconds later, it landed on the sidewalk, scaring pedestrian kids decently. But she had no time to pay attention to them, as she wanted to have time to intercept the boy. At the same time that the babysitter was riding her bike, Cody was still riding the bus getting closer to his goal. It seemed to him that this trip lasted a very long time and he was pretty bored during this time. And after a while, Vanessa had already arrived at the station and began to look out for the bus she needed from afar. Public transport had not yet arrived and she had time to park her bike. She found a secluded place for a two-wheeled transport near the stop and she went on foot. The girl still had a minute to spare before the bus arrived. And she prepared to meet the little fugitive. This minute flew by Kit quickly and the bus drove up to the right stop. Cody, who was sitting there, was just getting ready to go out and stretching his leg before leaving. All in thought, the unsuspecting boy soon came down the step of the bus and Vanessa was already sitting at the bus stop and now she was seriously going to talk to the boy. Cody was seriously frightened when he saw the nanny in front of him, but he could not understand how she found him so quickly. The girl only leaned over to the boy and asked where he was going to go all alone. Then she grabbed him by the scruff of the neck and added that he wouldn't get any more ice cream after that. Cody tried to break free from her grip, but he couldn't and was angry that she had crumpled his sui. Vanessa assured the boy that a rumpled sui at the moment was the least of his problem. He still did not stop trying to free himself and shouted for the nurse to let him go. Without hesitation, the girl shook his jacket and the boy fell out of it at the same second. Landing on his heel, the boy felt en un plis en pain,
but now he was more concerned about something else. He began to shout to Vanessa that he hated her, and the girl admitted that she was very sorry to hear this. Cody began to cry and curled up in a ball on the sidewalk, continuing to blame his nanny for not taking him with him because of her. But Vanessa objected, because her job was to protect the little one, and she also tried to explain to him how dangerous his actions were. The boy still stood his ground, claiming that his father, who was now alone, was also in danger. The nanny tried to calm Cody down by saying that there were many bodyguards by his dad's side, but he thought they were all traitors. Then the boy directly shouted that after what happened to his mother, his father simply could not trust any of them. After that, Cody repeated Uncle Johnny's word that only family can be trusted, so he tried to protect his dad. Vanessa realized that, in the boy's opinion, the bodyguard deliberately allowed the death of his mother. She tried to reassure the boy that the girl were doing her best back then, but Cody objected, stating that she didn't really know anything. The girl really didn't know how his mother was actually killed, but she understood the feeling he was experiencing. But Vanessa decided to convince the boy that he was wrong, and she did know something. Then, sitting down next to him, the girl sincerely admitted that she herself was not like those girls who had been before. She promised to protect Cody with all her might, even if she had to save him from himself. Then she explained that he could hate her, even fight with her, but he would not be able to escape from her. The boy objected and Kit confidently stated that he would still try to escape. After that, there was silence between them for a few seconds and they only looked at each other. Cody still had no choice and, obeying the nanny, he returned home with her. After dinner, Vanessa, as usual, began to wash the dish and the boy began to ask to go to his room. Naturally, the girl tried to keep him close to her, although swore that he would not run away again. The nurse had no do about it because she was not going to take her eyes off him until his father arrived. A little later, Vanessa put the boy to bed and turned on the light in his room so that it was not so bright. Still hadn't fallen asleep. He wanted to wait for his father to put him to bed when he returned. The girl promised the little one that as soon as she saw her boss, she would immediately convey Cody's wish to him. Then she left him alone. Et il s'enveloppa dans une couverture presque jusqu'à la tête et sentit qu'il était un peu fatigué de la journée. Vanessa a également trouvé cette journée assez active et elle a décidé de s'asseoir un moment par fatigue. Assise juste à côté de la porte de Cody, l'infirmière se souvint également qu'elle n'avait pas dormi du tout les 2 nuits précédentes. Cela la fatiguait encore plus, mais elle ne pouvait pas laisser le code s'échapper à nouveau. Ses paupières étaient cependant très lourdes et Vanessa décida de fermer les yeux un instant pour que la fatigue se calme au moins un peu. À son insu, la jeune fille s'endormit profondément, à tel point qu'elle n'entendit rien. Dans cette position, recroquevillée, elle fut trouvée sous la porte par Monsieur Parvallon. Sans toucher la nounou endormie, il décida de vérifier immédiatement comment allait son fils et se rendit dans sa chambre. Le garçon n'était pas encore tout à fait endormi. À peine avait-il eu le temps de s'assoupir qu'il entendit son père rentrer. Oscar, penché sur lui, confirma qu'il était effectivement rentré, et Cody murmura qu'il lui manquait. Le père a demandé à l'enfant comment s'était passée sa journée avec la nounou et il a avoué qu'il avait failli se débarrasser d'elle. Puis le garçon a ajouté que Vanessa était stupide, et qu'il avait essayé de s'enfuir pour aider son père. Oscar a demandé comment son fils savait où il se trouvait et il s'est avéré qu'Adam entrait toujours les coordonnées GPS à l'avance. Monsieur Parvallon a remarqué que son fils était rusé et il a également admis qu'il avait également entendu la conversation des gardes. Cela a montré au père à quel point son fils était attentif et il était fier de cette qualité de son fils. Ensuite, le garçon a également avoué que Vanessa l'avait attrapé, ne l'avait pas laissé aller sur la route et l'avait ramené à la maison. Il était temps pour Oscar de partir, mais il promit à son fils que quand il se réveillerait, il le verrait de nouveau à son chevet. Après avoir dit bonne nuit au bébé, Monsieur Parvallon quitta sa chambre, fermant doucement la porte. Il restait encore une tâche à accomplir, et l'homme devait faire quelque chose avec la boule endormie dans sa jupe. Cependant, il n'était pas pressé et décida d'abord de remettre la chemise qu'il avait enlevée un peu plus tôt. La chemise était juste couverte de sang et Oscar ne voulait pas que son fils le voie dans cet état. Puis il regarda de nouveau Vanessa, et dans cette position, elle ne lui semblait pas plus dangereuse qu'un chaton. En même temps, Monsieur Parvalloni comprenait aussi que quoi qu'il arrive, son fils était en sécurité. Se penchant sur la jeune fille, il essaya de la réveiller avec des mots doux, en l'appelant. L'infirmière entendit le murmure du patron à son oreille et ouvrit les yeux, mais elle n'avait pas encore la force de se lever. Vanessa ne pouvait que tourner la tête vers lui et se rendre compte qu'il était effectivement revenu. Après cela, Oscar a aidé la jeune fille à se relever et allait l'accompagner dans la chambre pour qu'elle puisse s'allonger normalement. Mais Vanessa ne voulait pas que son patron s'occupe autant d'elle et a dit qu'elle pouvait marcher seule.
Il ne discuta pas avec elle et la laissa partir. Mais dès qu'il l'a fait, la nounou a immédiatement failli tomber en arrière. Oscar ne s'est pas démonté, a repris la fillette pour qu'elle ne se fasse pas mal et a insisté pour la raccompagner. Vanessa était bien consciente qu'elle était devenue très faible et qu'elle avait perdu beaucoup de force pendant ces 2 jours sans sommeil. En même temps, le patron ne la réprimandait pas. Parce qu'il comprenait que Cody voulait juste le rencontrer. Et la nounou, à son tour, décida de mettre une balise dans la chaussure du garçon, ce qu'Oscar considéra comme très raisonnable. Toujours tenant la fillette qui s'endormait en marchant, Monsieur Parvallon atteignit sa chambre. À un moment donné, la fillette a fourré son nez dans ses vêtements et a remarqué une odeur plutôt désagréable. Vanessa savait parfaitement ce que c'était, car le patron sentait le sang. Oscar se contenta de sourire en pensant que l'odeur ne semblait pas aussi agréable pour la fille que les oranges. Après cela, Vanessa le repoussa et essaya d'entrer elle-même dans la pièce, en s'accrochant aux meubles. Elle ne cessait de murmurer que le petit Cody devait être tenu à l'écart de tout cela. Oscar se pencha de nouveau sur elle et lui demanda de ne pas crier si elle tenait à sa vie. La jeune fille fut même surprise que ces mots aient vraiment sonné fort. Elle ne l'avait pas remarqué à cause de la fatigue. Mais en même temps, elle savait parfaitement comment ces mots devaient sonner quand elle criait. Le patron ne voulait plus se disputer avec elle et lui a seulement conseillé de bien dormir. Mais elle ne pouvait pas dormir dans cette maison, bien qu'elle-même tombait déjà de fatigue et rêvait de se mettre au lit. Elle a essayé d'expliquer à son patron que quelqu'un l'observait constamment pour une raison quelconque. L'instant d'après, l'infirmière était allongée sur le lit et ne pouvait plus prononcer un seul mot. À ce moment-là, une seule pensée tourbillonnait devant ses yeux fermés, elle devait dormir. Monsieur Parvalloni était même un peu surpris que Vanessa ait pu comprendre qu'elle était surveillée. Il pensait qu'elle avait une bonne intuition et il en était heureux car elle en aurait certainement besoin. Il savait lui-même très bien que les filles avaient encore beaucoup à faire, mais maintenant il décida de la laisser dormir. Le lendemain matin, Vanessa était contente d'avoir enfin réussi à dormir et elle se sentait moins fatiguée. Puis elle se souvint de l'escorte de Monsieur Parvallon jusqu'à la chambre et elle se sentit gênée. De plus, ce soir-là, ses signaux internes d'alarme et de danger n'ont pas réagi du tout. Elle trouvait cela déjà assez étrange parce que Monsieur Parvallon était l'homme dont elle aurait dû avoir le plus peur. Mais après avoir passé un certain temps avec ces gens, Vanessa s'est rendue compte qu'il n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Et Cody lui-même ne ressemblait pas à une victime qui avait besoin d'être secourue et protégée. Monsieur Parvallon, qui était membre de la mafia, ne ressemblait pas non plus à une sorte de méchant. La fille savait qu'il voulait la sécurité pour son fils, mais pour une raison quelconque, il l'avait amené à Chicago comme dans un nid de guêpes. En pensant à tout cela, il semblait de plus en plus à Vanessa que quelque chose ne collait pas, mais elle ne comprenait pas quoi. Puis elle se souvint de nouveau du moment où son patron l'avait réveillée à la porte de Cody. Cela a même fait un peu honte à la jeune fille car à ce moment-là, elle avait ressenti quelque chose. Elle ne devait pas oublier l'interdiction de l'académie concernant les attachements émotionnels. Mais il n'y avait plus de temps pour se distraire. Vanessa savait qu'elle devait trouver des réponses. Vanessa allait rappeler à son patron l'accès complet, et cette fois-ci, elle espérait l'obtenir. Elle trouvait cela déjà assez étrange parce que Monsieur Parvallon était l'homme dont elle aurait dû avoir le plus peur. Mais après avoir passé un certain temps avec ces gens, Vanessa s'est rendue compte qu'il n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Et Cody lui-même ne ressemblait pas à une victime qui avait besoin d'être secourue et protégée. Monsieur Parvallon, qui était membre de la mafia, ne ressemblait pas non plus à une sorte de méchant. La fille savait qu'il voulait la sécurité pour son fils, mais pour une raison quelconque, il l'avait amené à Chicago comme dans un nid de guêpes. En pensant à tout cela, il semblait de plus en plus à Vanessa que quelque chose ne collait pas, mais elle ne comprenait pas quoi. Puis elle se souvint de nouveau du moment où son patron l'avait réveillée à la porte de Cody. Cela a même fait un peu honte à la jeune fille car à ce moment-là, elle avait ressenti quelque chose. Elle ne devait pas oublier l'interdiction de l'académie concernant les attachements émotionnels. Mais il n'y avait plus de temps pour se distraire. Vanessa savait qu'elle devait trouver des réponses. Vanessa allait rappeler à son patron l'accès complet, et cette fois-ci, elle espérait l'obtenir. En même temps, elle a décidé que son cœur devait devenir une pierre imprenable pour ces mafieux. En y pensant, elle n'a pas tout de suite remarqué Cody, qui passait devant elle sur un canard gonflable et l'a presque renversé. Le garçon était pressé quelque part, de sorte qu'il ne rentrait même pas toujours dans les virages, les heurtant avec un canard. Vanessa a décidé de comprendre immédiatement ce qui s'était passé et où le petit Cody se précipitait autant. En même temps, l'infirmière continuait d'appeler le garçon pour qu'il s'arrête et lui parle. Dans la poursuite, Vanessa se retrouva dans la cour où il y avait une grande piscine et plusieurs transats. Sur l'un d'eux, la jeune fille remarqua immédiatement Monsieur Parvallon, confortablement installé sous le soleil. De sa silhouette bien dessinée et de son excellente forme physique, la jeune fille fut même un instant déconcertée. En la voyant, Oscar lui expliqua que ce jour était leur jour de piscine et qu'il ne ferait rien d'autre. D'autant plus qu'il voulait se reposer après les événements de la nuit précédente, lorsqu'il avait de nouveau remarqué une voiture inconnue près du portail.
Oscar était encore éveillé, et il aimait parfois regarder par la fenêtre, et puis il a remarqué le transport de quelqu'un d'autre. Cette voiture s'arrêtait près de sa maison pour la 3e fois en une semaine. Monsieur Parvallon ne trouvait pas étrange que les mystérieux observateurs ne tentent même pas de se cacher. En même temps, il a dessiné sur la carte une sorte de tableau d'enquête sur lequel il a marqué tous les événements. Et après un certain temps, son travail a commencé à porter ses fruits et une image plus compréhensible a émergé. En jetant un coup d'œil à la carte et au marqueur une fois de plus, Oscar pensait même qu'il en avait fait trop. Ensuite, il est allé le dire à son fils, qui était toujours impatient de passer du temps avec son père. Monsieur Parvallon a promis au petit qu'ils se reposeraient ensemble le lendemain. Et maintenant, alors qu'il se détendait dans la piscine, Vanessa ne comprenait toujours pas pourquoi c'était ce jour-là. Après tout, la piscine était dans la cour tout le temps, et à tout moment on pouvait venir ici pour nager et prendre un bain de soleil. Puis la fille a tourné son attention vers Cody, qui a sauté dans l'eau en courant avec une bombe. Son saut a immédiatement envoyé beaucoup d'éclaboussures, qui ont atteint Vanessa également, la mouillant presque. Cependant, elle a décidé de profiter du fait qu'Oscar serait avec son fils toute la journée et a de nouveau demandé l'accès au système. Vanessa a décidé de commencer par une analyse préliminaire des vulnérabilités et des recommandations d'amélioration. Monsieur Parvallon se contenta de sourire et de dire que la fille ne comprenait rien. En enlevant ses lunettes de soleil et en les plaçant à côté de lui, il se pencha plus près de la fille pour qu'elle puisse entendre immédiatement. Ensuite, Oscar répéta encore une fois que c'était aujourd'hui leur journée piscine et que personne ne devait travailler. Après cela, il est lui-même allé à la piscine pour se rafraîchir le corps après s'être allongé au soleil pendant un certain temps. Vanessa ne comprenait toujours pas ce que cela avait à voir avec elle, puisqu'elle n'était pas membre de leur famille. Puis le chauffeur apparut sur le seuil et réalisa immédiatement que la nounou voyait un tel événement pour la première fois. La fille a supposé que c'était prévu dans l'emploi du temps. Mais Adam a expliqué que de tels jours étaient complètement aléatoires. Puis il tendit une serviette à l'infirmière, en expliquant qu'il l'avait apportée spécialement pour elle et qu'elle devait se joindre à eux. En même temps, le chauffeur remarqua qu'elle aurait un peu chaud dans son uniforme, alors il valait mieux qu'elle se change. Vanessa reporta son attention sur Monsieur Parvallon et pensa qu'elle ne pouvait pas rester tranquillement à côté de lui maintenant. Puis elle a commencé à expliquer au chauffeur qu'elle avait en fait beaucoup de travail et qu'elle ne pouvait pas rester ici. Mais Adam a décidé d'expliquer à la fille plus en détail, en ajoutant une raison pour laquelle il n'a pas franchi ce seuil. Le fait est que celui qui est allé à la piscine un tel jour ne peut plus simplement revenir. Vanessa ne comprenait toujours pas cette règle étrange, mais c'était le but de cette journée à la piscine. Ensuite, le chauffeur a commencé à raconter qu'Oscar et Cody mangeaient dans la piscine et qu'ils y dormaient aussi. Mais la nounou ne voulait toujours pas participer à cela. Et immédiatement Madame Kenneth apparut, qui a décidé que Vanessa était d'accord. Puis, sans franchir le seuil, elle demanda à la fille de passer le café à Monsieur Parvallon. Vanessa était tout aussi réticente à accepter et à essayer de dépasser Adam, mais il lui a bloqué le chemin vers la sortie. Se rendant compte qu'elle n'y arriverait pas, la nounou a demandé qu'on lui apporte un ordinateur portable, mais elle a appris que les équipements n'étaient pas non plus autorisés ce jour-là. Et puis Cody s'est approché d'elle, qui lui a proposé de plonger avec lui pour une bague, pensant que c'était amusant. Et puis, derrière son dos, elle entendit la voix d'Oscar, qui laissait entendre qu'elle ne pourrait pas s'échapper d'ici. Le garçon a ensuite crié que la journée au bord de la piscine était considérée comme sacrée et que la nounou n'avait plus qu'à se changer. Monsieur Parvallon a immédiatement pointé l'une des portes, expliquant qu'il y avait un vestiaire. Après un moment debout en maillot de bain, Vanessa s'est rendue compte que ses plans pour obtenir des réponses aujourd'hui avaient échoué et elle a décidé d'essayer de s'entendre avec Cody à la place, afin qu'il ne lui soit pas si étranger. En s'approchant de l'eau, elle vit que le garçon tenait 3 anneaux dans ses mains et l'invita à jouer à nouveau. Oscar, pendant ce temps, en sirotant son café, regardait avec intérêt les actions de son fils et de sa nounou. Et Vanessa était déjà prête à sauter dans l'eau, et elle a décidé de le faire un peu avec effet. L'instant suivant, elle fendait l'air avec ses mains et descendait rapidement vers l'eau. Parvallon regardait avec curiosité la jeune fille faire son saut la tête en avant. Et quelques secondes plus tard, après que la nounou ait disparu sous l'eau, elle est réapparue avec une bague dans les mains. Cody a immédiatement demandé si son père avait tout vu, et il a hoché la tête affirmativement. Ensuite, le garçon a dit à la nounou qu'il serait capable d'attraper le prochain anneau en premier, puis elle. L'instant d'après, ils étaient tous les deux sous l'eau, chacun essayant d'atteindre l'anneau le plus vite possible. Et quand ils sont remontés à la surface, le garçon a remarqué qu'il lui manquait définitivement quelque chose. Pendant qu'ils étaient sous l'eau, et qu'il était emporté par la capture de l'anneau, la nounou a réussi à lui enlever le cercle de canard. Maintenant, elle le taquinait même d'une manière enfantine, essayant de jouer, mais cela ne faisait qu'énerver le garçon. Elle ne le sépara pas du canard et rejoignit bientôt le propriétaire pour prendre un bain de soleil sur un transat. Oscar a remarqué qu'il s'amusait bien et Vanessa a remarqué que le garçon avait beaucoup d'énergie. Et pendant que les adultes se reposaient, Cody continuait à éclabousser dans l'eau, ne voulant absolument pas en sortir.
Puis Oscar se souvint de la façon dont la jeune fille était récemment très désireuse d'accéder à son système de sécurité. Cela lui semblait même un peu suspect car il avait décidé que la nounou avait des motifs cachés pour se rapprocher de lui. À ces mots, elle a même arrêté de mâcher son sandwich parce que le patron lui avait promis lui-même de lui donner un accès complet. Après avoir écouté la fille, Oscar s'étendit sur le canapé d'achat comme un mannequin et demanda si un tel accès complet lui suffisait. C'était définitivement une blague de sa part. Mais Vanessa, qui le connaissait sérieux, ne pouvait pas croire qu'il plaisantait. Pendant un instant, elle a même pensé que son patron avait été remplacé. Et maintenant, une personne complètement différente était assise devant elle. Adam, le chauffeur, réapparut sur le seuil et demanda au patron de lui parler. Le chauffeur ne dérangeait jamais Oscar comme ça. Et il s'est levé immédiatement et est venu voir ce qui s'était passé. Vanessa pensait même qu'après tout ce remue-ménage, M. Parvallon allait tout simplement partir. Et Cody aussi. Adam a brièvement expliqué l'essentiel de l'affaire. Et a conseillé que le patron devait le voir lui-même. Mais Oscar ne pouvait pas partir d'ici, car aujourd'hui était le jour de la piscine. Mais il entendit alors les paroles de son fils qui lui conseilla aussi de partir. Monsieur Parvallon était même un peu content que son fils le comprenne et ne soit pas en colère. Alors il accepta. Mais avant de partir, il s'est tourné vers Vanessa et lui a demandé de s'occuper du garçon. Puis il disparut rapidement derrière les portes, et la jeune fille réussit à remarquer que son patron avait l'air un peu effrayé en même temps. Vanessa était bien consciente que quelque chose s'était passé et que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas quoi. Actuellement, M. Parvallon, suivant le chauffeur, se dirigeait vers une des sections de la clôture près du portail. En même temps, il interrogeait Adam s'il avait eu le temps de voir la plaque d'immatriculation de la voiture qui s'était de nouveau arrêtée devant sa maison. Le chauffeur a admis qu'à ce moment-là, il était dans la cuisine, mais il était sûr que ces gens l'observaient depuis longtemps. Quand Oscar est arrivé sur les lieux, il a vu qu'un ours en peluche éventré et couvert de sang était suspendu au barreau de la clôture. Il a demandé à Adam de vérifier s'il y avait des explosifs ou un dispositif de surveillance et de se débarrasser du jouet plus tard. Pendant ce temps, Vanessa a remarqué que le garçon était toujours triste et lui a proposé de replonger pour les anneaux. Mais Cody s'est lassé de ce jeu et la nounou a proposé de trouver de nouvelles distractions. Vanessa allait deviner ses choses préférées. Et si elle se trompait, Cody pourrait la pousser dans l'eau. Et bien que ce jeu semblait stupide au garçon, la fille a décidé de jouer quand même et a proposé de commencer par son animal préféré. Cody ne fit que la regarder d'un air interrogateur, et la nounou, elle, prit un air pensif. Et puis elle a essayé de deviner quel animal il aimait et a nommé la girafe. Mais ce n'était pas le genre d'animal que Cody aimait. Et il a même poussé la baby-sitter dans la piscine en plaisantant. Il semblait que le garçon commençait à aimer ce jeu. Et maintenant, il proposa de deviner quel était son plat préféré. La jeune fille était sûre de le savoir, car elle était sa nounou après tout. Et elle ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de savoir. Après avoir passé en revue tous les plats que le garçon avait mangés avec appétit, elle a nommé les asperges. Mais cette fois-ci, Vanessa s'est trompée et Cody l'a poussée à nouveau dans l'eau, cette fois-ci avec encore plus d'enthousiasme. La jeune fille fit un salto dans la piscine en faisant semblant d'avoir été touchée par la poussée du garçon. Cela fit rire Cody encore plus et il n'essaya plus de cacher son rire enfantin. Puis il décida de confesser à la nounou qu'elle n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait pensé auparavant. Puis la fille remarqua M. Parvallon derrière lui, et en même temps réalisa qu'il n'était pas revenu pour continuer à se baigner. Remarquant le regard de la baby-sitter, Cody se retourna également et fut très heureux que son père soit revenu, mais il avait besoin de Vanessa. M. Parvallon proposa à son fils d'appeler Adam s'il voulait continuer à nager. La fille, entre-temps, ne tarda pas à arriver et sortait déjà de l'eau, surtout qu'elle était elle-même intéressée. Elle a immédiatement demandé au patron ce qui s'était passé. Mais il ne voulait pas en parler devant son fils. Prenant une serviette de son cou, il la jeta au visage de l'infirmière et lui ordonna de venir à son bureau dans 10 minutes sèches. Vu le temps qu'il lui avait accordé, Vanessa savait qu'elle n'aurait pas le temps d'aller dans sa chambre pour se préparer. Cody, pendant ce temps, racontait à la baby-sitter qu'Adam ne voulait pas nager avec lui parce qu'il n'aimait pas se mouiller les cheveux. La jeune fille trouva cela très intéressant et eut même quelques pensées à ce sujet. Mais ensuite, elle se pencha vers le garçon et lui demanda de lui dire son plat préféré, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi elle en avait besoin. Vanessa sourit gentiment et expliqua qu'elle allait préparer le dîner et qu'elle voulait aussi faire plaisir au petit avec une friandise. Alors Cody a avoué qu'il aimait beaucoup le dessert glacé, qui est semblable à la glace, mais qui contient aussi des fruits rouges et des noix. La fille réalisa que ce gamin l'avait battu, mais elle promit de lui procurer ce plat et il courut se changer, satisfait. 10 minutes plus tard, Vanessa frappait à la porte du bureau du chef et il l'invita bruyamment à entrer. Monsieur Parvallon était assis à son bureau, regardant quelque chose sur son ordinateur portable avec un visage très sérieux. Il a demandé à la nounou de venir regarder l'un des enregistrements de la caméra, qui a été fait il y a environ 1 heure. La jeune fille ne pouvait même pas croire qu'il y avait des caméras sur le territoire de la maison, car elle n'en avait vu aucune.
Oscar lui a expliqué que les caméras étaient uniquement à l'extérieur, mais elle n'était pas sûre qu'il disait la vérité. Cependant, maintenant, elle avait une chance d'accéder au système, bien qu'elle ne l'ait pas imaginé de cette manière. En regardant la vidéo, la jeune fille s'est rendue compte qu'il y avait eu une intrusion sur le territoire. Ensuite, elle a vu une image très effrayante qui a vraiment effrayé Vanessa. Sur l'écran, on voyait clairement un ours en peluche ensanglanté, suspendu à la clôture. L'infirmière a immédiatement déterminé qu'il ne s'agissait que d'une menace, et M. Parvallon était entièrement d'accord avec elle. La fille a également exprimé l'idée que c'est une menace pour Cody. Mais c'est pour cela qu'elle est venue ici, pour protéger. Vanessa n'avait aucun doute sur ses capacités et était prête à faire face à cette situation. En même temps, elle a remarqué que le jouet du garçon n'était pas sur la clôture, ce qui signifiait que ces personnes n'étaient pas entrées dans la maison. Ensuite, elle a proposé de regarder les autres caméras, en supposant que quelqu'un pourrait encore être exposé. Après un certain temps, ils ont vu sur l'écran de l'ordinateur portable un type musclé qui tenait un ours dans ses mains. La nounou a également réussi à remarquer quelque chose et a demandé au patron de rapprocher la caméra de l'épaule du méchant. Mais même au zoom maximum, l'image n'était pas de très bonne qualité et la fille a admis qu'elle connaissait un programme approprié. Oscar lui a donné un ordinateur portable et elle s'est immédiatement mise au travail sans remarquer qu'une goutte d'eau coulait de ses cheveux. Cette goutte tomba sur la chemise d'Oscar et il pensa que la nounou ne lui avait pas bien séché les cheveux. Vanessa elle-même n'y a pas prêté attention et presque une minute plus tard, elle avait tout préparé. La jeune fille a agrandi l'image et maintenant on pouvait voir le tatouage sur l'épaule du criminel. La nounou savait que de tels tatouages étaient réalisés dans les prisons russes après 2 peines de prison. Oscar trouvait ses connaissances incroyables, mais elle trouvait incroyable qu'il se soit fait des ennemis en un mois. Puis la fille a suggéré que l'aube de la mafia, Parvallon, avait des problèmes importants avec les Russes. Elle supposait également que son patron avait pénétré sur leur territoire sans le savoir. Ou qu'il avait quelque chose dont ils avaient besoin. Et quand la nounou lui a de nouveau demandé ce qu'il avait oublié à Chicago, il a expliqué qu'il ne faisait que des connaissances et influençait les gens. La jeune fille ne plaisantait pas, mais M. Parvallon décida que c'était à son tour de poser des questions. Il était très curieux de savoir comment la nounou pouvait en savoir autant sur le crime organisé. Il a commencé à la questionner sérieusement sur la provenance de telles connaissances qui dépassent les devoirs d'une nounou. Alors la jeune fille balbutia. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait involontairement trop parlé, et maintenant elle devait s'excuser. Elle a commencé par faire des recherches avant d'accepter une offre d'emploi, mais Oscar n'y croyait pas, car il ne s'était écoulé qu'1 heure. Vanessa a commencé à appuyer ses paroles en disant que beaucoup de choses étaient déjà connues de tous, et qu'elle les avait lues. Monsieur Parvallon n'en pouvait plus et frappa du poing sur la table, car cela concernait son domaine d'activité. Puis il a de nouveau demandé à la jeune fille. Et elle a admis qu'ils avaient appris cela dans une académie d'élite. Oscar ne croyait toujours pas la nounou, et elle lui semblait de plus en plus suspecte à chaque minute. Saisissant Vanessa effrayée par les épaules, il exigea qu'elle dise la vérité. Sinon, il la mettrait à la porte. Puis il ajouta qu'il ne permettrait jamais que son fils soit protégé par un trompeur. La jeune fille comprit que c'était un moment décisif et qu'elle devait dire quelque chose à son patron. En même temps, Oscar ne doit pas découvrir qu'elle enquête en réalité sur le meurtre de ses parents. À ce moment-là, M. Parvallon serra encore plus fort les épaules de la jeune fille et lui donna 5 secondes pour répondre. Vanessa pensait qu'elle pourrait le mettre sur les omoplates tout de suite, mais cela se terminerait par une défaite pour elle. Après tout, elle sera immédiatement renvoyée et elle ne pourra plus trouver de réponse à ces questions troublantes. D'une voix légèrement tremblante, la jeune fille avoua à Oscar qu'elle pourrait avoir de gros ennuis plus tard. Il ne comprenait pas que Vanessa pouvait être plus menacée qu'eux. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.